Bonjour, dans cette présentation, nous aimerions partager avec vous, en amont d'une participation à l'une de nos formations ou d'un coaching que nous aurions le plaisir de faire ensemble, ce que nous estimons être les vertus du regard positif. Ce regard positif est en effet l'un des fondements de notre pédagogie et de nos interventions, et il nous paraissait judicieux de vous en faire goûter la saveur avant même que nous ayons le plaisir de travailler ensemble. Un sommaire relativement simple pour cette présentation, 3 points à l'ordre du jour. Le premier qui parlera d'énergie, le deuxième qui parlera d'un mot un peu barbare, l'effet Pygmalion, et puis le troisième qui nous amènera à faire un petit tour très rapide, vous le verrez, du côté du négatif. Commençons donc par ce premier point qui concerne l'énergie. Et je suis sûr que l'adulte que vous êtes ne résisterait pas bien longtemps dans la vraie vie à soulever le couvercle de cette malle pour aller regarder ce qui peut bien se cacher à l'intérieur. Et aussi loin que l'on remonte, il en a toujours été ainsi, les interdits commencent d'abord à nous donner terriblement envie de les transgresser. Permettez-moi de passer par une image très personnelle pour alimenter ce propos sur l'énergie, puisque j'adore la course en montagne et que sur des sentiers un peu escarpés, il n'est pas toujours facile de doubler la personne qui est devant vous. Et comme fait exprès, vous avez, en tout cas si vous pratiquez ce type d'activité, sans doute remarqué que la personne a tendance un peu systématiquement à se déporter là où vous êtes en train d'essayer de la doubler, un peu comme si elle voulait vous empêcher de le faire, alors qu'en fait, probablement que c'est absolument pas le cas. C'est simplement que, entendant du bruit arriver sur la droite, et dans un mode de course où le cerveau s'est mis un peu en position semi-automatique, un bruit sur la droite me fait partir sur la droite, un bruit sur la gauche me fait me déporter sur la gauche. Donc il n'y a rien de bien extraordinaire à ça, si ce n'est que, effectivement, assez naturellement, notre énergie va là où se porte l'attention. En pédagogie, donc, les formateurs utilisent désormais ces techniques de l'énergie qui va là où se porte l'attention, notamment les moniteurs d'auto-école qui ont bien compris qu'il était beaucoup plus efficace de dire à un jeune conducteur de tenir sa droite plutôt que de lui dire qu'il est trop à gauche. C'est tout bête, mais c'est un changement fondamental dans la manière d'apprendre et donc d'utiliser ce principe de l'énergie qui va là où se porte l'attention. La commande est beaucoup plus simple à comprendre pour le cerveau. Et finalement, on pourrait se dire qu'il en est un peu de même sur la façon de voir la vie. Vous connaissez tous cette symbolique du verre à moitié plein ou à moitié vide, et c'est un peu comme si c'était une forme de choix, une forme de philosophie personnelle qui orienterait plutôt le regard sur la partie pleine ou la partie vide de ce verre. Finalement, ça reviendrait à se dire, est-ce que je suis plus sensible à ce que j'ai déjà, ou est-ce que je suis plus sensible à ce qui me manque et que je n'ai pas encore. Et là aussi, ça impacte notre regard et notre observation au quotidien. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette présentation. Voilà, avant d'aller plus loin, je vous propose une première application concrète de ce que nous venons de nous raconter autour de la reformulation positive. Il y a en effet toujours une meilleure façon de décrire de manière positive ce que l'on pourrait dire de manière négative. Je prends un exemple qui va vous parler, qui est en lien avec celui qu'on avait vu tout à l'heure sur la droite et la gauche. Quelqu'un qui a le vertige, lui dire ne regarde pas en bas, c'est absolument stupide quand on y réfléchit bien, et on ferait beaucoup mieux de lui dire regarde vers le haut. Et pourtant, bien souvent, spontanément, ce qu'on lui dit, c'est de ne pas regarder vers le bas. Un autre exemple qui pourrait être un peu plus professionnel, il serait beaucoup plus efficace de dire à quelqu'un cherche les opportunités que tu peux avoir devant toi plutôt que de lui dire ne focalise pas trop sur les problèmes ou arrête de regarder les problèmes tout le temps. Même si on le ressent profondément, on ressent face à cette personne qu'elle a tendance à regarder les problèmes, on va plutôt l'inviter à aller regarder du côté des solutions et des opportunités. En fait, le principe de tout ça est assez simple, hein. C'est que le cerveau n'est pas programmé pour conceptualiser la négation de quelque chose. D'ailleurs, cette phrase est judicieuse. J'ai essayé de la tourner de manière positive et j'ai pas réussi à le faire. Et donc, ce que vous faites en lisant cette phrase, c'est que vous êtes obligé de passer par la conceptualisation de la négation avant d'arriver sur le positif. Vous êtes donc obligé de regarder en bas quand on vous dit de ne pas regarder en bas. Et quand on vous dit de regarder vers le haut, eh bien spontanément, vous allez lever la tête et regarder vers le haut.
Voilà, vous l'avez donc compris, le principe est simple, il s'agit de remplacer tous les termes ambigus ou négatifs, parce qu'ils vont obliger notre cerveau à produire l'inverse de ce que l'on recherche, par des termes plus valorisants, plus positifs, et qui vont, eux, justement, orienter l'énergie dans la bonne direction tout de suite, sans perdre de temps. Reprenons, remplacer ne pas oublier par se rappeler, rater par réussir, difficile par challengeant, compliqué par intéressant, problème par solution, peur par envie. Vous l'avez compris, il disparaître le danger. Par exemple, dans cette phrase classique, n'aie pas peur du chien, il ne va pas te mordre. Immédiatement, l'enfant va visualiser un chien en train de le mordre. Alors, s'il n'avait pas encore compris qu'un chien, ça pouvait mordre, maintenant c'est fait. Alors, il ne s'agit pas de nier le fait qu'un chien puisse mordre, mais il s'agit plutôt de montrer le comportement désiré directement à l'enfant. Approche-toi doucement du chien en le regardant, il va comprendre que tu veux le caresser. On est en train de lui faire visualiser une image beaucoup plus positive et en même temps de lui donner la façon, la bonne façon d'approcher un chien. En résumé, pour terminer cette première partie, eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de vous entraîner. Et vous verrez, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'on est depuis tout petit conditionné à utiliser le ne pas, la négation dans nos phrases quand on veut attirer l'attention de quelqu'un sur un danger, sur un problème, sur une difficulté. Et donc, je vous propose de vous entraîner pour, au quotidien, reformuler vos objectifs de manière positive, de manière assertive, et surtout de façon à ce que la personne à qui vous vous adressez puisse immédiatement visualiser en quoi c'est important qu'elle le fasse. Nous vous proposons d'ailleurs un petit exercice sous forme de phrase que vous pourrez vous entraîner à reformuler de manière positive. Abordons maintenant le deuxième point de cette présentation, qui est l'effet Pygmalion. Alors, qu'est-ce que c'est que l'effet Pygmalion? L'effet Pygmalion, c'est un effet qui a été mis en évidence par des expériences, dont la plus célèbre d'entre elles est celle de Rosenthal que je vais vous raconter, et qui montre comment on peut conditionner en fait des professeurs et comment ce conditionnement peut influencer directement les résultats qu'ils vont obtenir d'eux. Cette expérience donc qui s'est menée dans l'Ouest américain, dans un collège où les élèves étaient classés non pas par niveau, mais étaient classés par capacité à apprendre. C'est-à-dire que on peut constater qu'effectivement la maturité des enfants se fait à des vitesses différentes, comme pour la croissance d'ailleurs, et que il est donc peut-être efficace de permettre à ceux qui apprennent vite, parce que leur maturité à ce moment-là de leur vie leur permet de le faire, d'apprendre plus de choses ou plus rapidement que ceux qui apprennent lentement et qui, dans cette phase à nouveau de maturité personnelle, ont besoin d'un peu plus de temps que les autres pour apprendre les mêmes choses. Voilà, donc pas de classe de niveau, mais des classes de vitesse d'apprentissage, on pourrait dire en quelque sorte. Et alors la difficulté qu'avaient les professeurs de cette école, c'était comment classer ceux qu'ils ne connaissaient pas, c'est-à-dire comment répartir dans les classes, dans les bonnes classes, les enfants qui rejoignaient le collège en cours de scolarité. Et donc notamment sur la rentrée de septembre, Rosenthal leur a proposé un test, qui était un test bidon, qu'il a fait passer à tous les enfants qui rejoignaient l'école pour la première fois. Et il a donc réparti ces enfants de manière parfaitement aléatoire, sans corriger les résultats du test, de manière parfaitement aléatoire entre les différents professeurs. Et puis, il a donc dit à certains professeurs qu'il leur confiait les élèves les plus doués en termes ou les plus rapides en termes d'apprentissage, et à la deuxième catégorie de professeurs, les enfants qui apprenaient à la vitesse normale, et puis à une troisième catégorie de professeurs, dans un troisième type de classe, les enfants qui apprenaient plutôt lentement. Et quelques mois après, il est venu mesurer, cette fois-ci, il est venu mesurer réellement quel était le niveau des enfants qui avaient été mis dans les différents groupes d'élèves. Et force a été de constater que la prédiction, c'est-à-dire la prédiction initiale qui avait été faite, avait fini par se réaliser, c'est-à-dire que les enfants qui avaient été placés dans les groupes d'élèves où on apprend vite, apprenaient très vite. Et les enfants qui avaient été placés dans les groupes d'enfants qui apprenaient très lentement, c'est-à-dire que tout s'est conformé à la prédiction initiale qui avait été portée euh, dans la tête des professeurs et donc probablement ensuite dans la tête des élèves.
Alors ce phénomène porte un nom un peu barbare, boucle de croyances autoconfirmantes, mais vous verrez qu'au-delà du nom un petit peu pompeux, le principe est assez simple. En fait, nous sommes remplis de croyances. Les croyances, c'est tout ce qui commence par je crois que, je pense que je suis doué en musique, je pense que je suis nul en dessin. Et à partir de là, ces croyances vont avoir un effet sur deux choses très importantes. La première, c'est que nos croyances vont orienter notre observation. Si je pense que je suis nul en dessin, chaque fois que je vais gribouiller sur une feuille de papier, au lieu de me moquer du résultat, eh bien, je vais accorder beaucoup d'importance à ce dessin un peu minable que j'ai fait, qui peut-être d'ailleurs n'est pas si minable que ça. Mais en tout cas, je vais focaliser beaucoup plus que d'autres sur tout ce qui, en fait, me renforce dans ma croyance de départ. Donc j'observerai, et nous le verrons tout à l'heure autour d'un autre exemple, j'observerai tout ce qui me renforce dans ma croyance de départ. Le deuxième effet qui se coule de nos croyances, c'est qu'elles ont un effet direct sur nos comportements. C'est-à-dire que si je pense que je suis nul en dessin, chaque fois qu'on me demande de dessiner un plan, chaque fois qu'un enfant peut-être me demande de dessiner un mouton, eh bien, je vais douter de moi-même et je vais m'auto-conditionner en fait à rater mon dessin. Et donc, ma croyance de départ, en fait, a un effet sur mon comportement et mon comportement, donc qui est dans ce cas-là de mal dessiner, va influencer le comportement des autres. C'est-à-dire qu'ils vont soit s'apitoyer, soit se marrer, soit me regarder avec un air condescendant, euh, soit vouloir m'apprendre à dessiner. Et toujours est-il que là aussi, le comportement des autres, influencé par mon propre comportement, va renforcer ma croyance de départ que je suis nul en dessin. Alors l'exemple était un peu trivial, j'en prends un deuxième un petit peu plus professionnel sur la planche d'après, mais tout aussi simple, vous verrez. Voilà, prenons un exemple de boucle négative. Si ma croyance de départ, c'est que les gens ne sont pas très fiables autour de moi, mais mon patron me demande de déléguer plus parce que je suis un peu débordé, alors je me dis que je vais faire un test. Par contre, évidemment, comme c'est très important ce que je fais, je vais contrôler pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur puisque je suis garant du résultat que mon patron me demande de réaliser. Et en effet, quand je contrôle, je me rends compte qu'il y avait des erreurs, ce qui veut dire que j'avais bien fait de me méfier et qui va, vous l'avez compris, renforcer ma boucle de départ, ma croyance de départ. En général, les gens ne sont pas très fiables. Regardons maintenant comment il serait finalement assez facile de passer à un exemple de boucle positive. Si ma croyance de départ devient en général, les gens sont plutôt fiables, alors vous me direz, c'est une question de point de vue, eh bien, à ce moment-là, je vais déléguer spontanément cette tâche à quelqu'un de confiance. S'il y a quelques erreurs, je me dis qu'il sera toujours temps de les rattraper, parce que ce qui compte pour moi dans cette initiative, c'est de faire grandir un collaborateur. Alors évidemment, j'en ai détecté quelques-unes, mais j'ai surtout vu qu'il y avait pas mal de choses qui avaient bien avancé et qu'il n'y avait pas tant de problèmes que ça. Ce qui fait que je me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de solliciter cette personne, et ça renforce, et c'est surtout ça qui est important, ça renforce ma croyance de départ, qui est de penser que les gens finalement sont plutôt fiables. Alors finalement, je reviens sur ce que je disais en introduction, c'est presque une question de choix. Un peu trivial, vous me direz, surtout qu'il n'est pas toujours facile de changer la croyance les gens ne sont pas très fiables en une croyance les gens sont plutôt fiables. Ça pourrait ressembler à de la méthode Coué un peu basique et un peu bébête. Mais en même temps, vous l'avez compris, ce n'est qu'un exemple et qui illustre l'importance peut-être de recadrer certaines de nos croyances, croyances que l'on porte sur soi et que l'on porte sur les autres parce que dans un cas, elles vont produire des cercles vicieux et que dans l'autre cas, elles vont produire des cercles vertueux. Donc je vous propose de réfléchir et nous y reviendrons dans les formations et dans les interventions que nous pourrons avoir l'occasion de faire ensemble. C'est un travail que l'on pratique très souvent avec nos clients, de les aider à recadrer leurs croyances limitantes. En conclusion, je dirais que sur l'effet Pygmalion, il faut retenir deux choses. La première, c'est que si on souligne tout ce qui ne va pas, si on souligne les défauts, les échecs, alors on focalise là encore notre cerveau sur ces défauts et ces échecs. Et donc, je reviens sur la notion d'énergie, ça favorise des pensées négatives et ça nous produit ces fameuses boucles négatives et ces fameux cercles vicieux. À l'inverse, si on encourage tout ce qui est de l'ordre des progrès, de l'ordre de ce que l'on réussit, eh bien, on va canaliser l'énergie dans la bonne direction, alors sa propre énergie et l'énergie de ceux qui nous entourent, et ça va favoriser l'émergence de nouveaux progrès.
Pour cela, nous vous proposons deux outils clés que nous n'avons absolument pas inventés, mais qui sont vraiment les fondements de la pédagogie positive. Le premier que vous connaissez bien, c'est le feedback positif, parce que c'est ce type de feedback et uniquement des feedbacks positifs qui vont entraîner le plus de progrès. Je ne reviendrai pas sur toutes les expériences de pédagogie positive que l'on voit fleurir dans les écoles Montessori, en Finlande par exemple, qui est passé de la 29e place mondiale des pays développés au CDE à la première place en quelques années en utilisant uniquement des techniques de pédagogie positive et de feedback positif. Voilà, ce qui entraîne le plus de progrès, c'est vraiment d'aider une personne à détecter, à prendre conscience et à modéliser comment elle réussit bien. Le deuxième outil que nous aurons l'occasion de partager avec vous, c'est un outil qu'on appelle le plus petit progrès pertinent possible, hein, qui est issu du Kaizen, des Japonais, mais qui en fait propose de créer uniquement des boucles de réussite successives, parce que ces boucles vont donner confiance en soi et dans les autres, et vont donner envie d'aller plus loin. Voilà pour ce deuxième point sur l'effet Pygmalion. Abordons maintenant la dernière partie de cette présentation. Vous verrez, ce sera rapide. Si on parle des vertus du regard positif, alors forcément la question c'est qu'est-ce que l'on va faire du négatif? Eh bien, eh bien rien, ou pas grand-chose, ou en tout cas le moins possible, parce que finalement le combat est assez inégal. Depuis que nous sommes tout petits, dans nos pays latins, de culture judéo-chrétienne, on nous apprend à progresser en nous faisant d'abord pointer du doigt ce que nous ne réussissons pas, les endroits où nous ne sommes pas bons. On corrige nos copies en rouge, on nous apprend que pour progresser il faut souffrir, que l'erreur et l'échec font partie de l'apprentissage. Je ne reviendrai pas sur tous ces propos qui ont un fond de vérité, mais finalement qui ont avant tout produit un espèce de réflexe qui vise à regarder le négatif avant de voir le positif. Alors, du côté des émotions, le combat est également inégal. On nous accorde trois émotions négatives, hein, que sont la colère, la peur et la tristesse, pour une seule positive, qui est la joie. Donc finalement, ça veut dire qu'il faudrait accorder 3 fois plus d'importance à la joie pour rééquilibrer ce qui, de façon assez naturelle, ne l'est pas. Alors, il fallait bien mettre des choses sur ce slide. Alors, en voilà 3. La première, c'est qu'on vous propose d'y investir le moins d'énergie possible. Parce que finalement, accorder beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie au négatif, c'est probablement se donner toutes les chances de s'entraîner dans un puits sans fond avec nos interlocuteurs, sous forme de reproches qui appellent des justifications, qui appellent des nouvelles plaintes, etc., etc. Et donc, plus on sera ensemble dans le négatif, et plus le négatif va nous envahir. Le deuxième point, qui est peut-être une forme de paradoxe, c'est d'aller chercher dans le négatif tout ce qu'il peut avoir de positif, parce qu'il y en a forcément, même dans les pires situations. Et comme ces pires situations, de toute façon, continueront à se présenter à vous dans votre job de manager, eh bien, essayez de regarder ce qu'elles vous apprennent sur les autres, sur vous-même, comment elles vous aident à progresser, comment elles vous aident à vous renforcer, à développer vos talents, à mettre en lumière vos forces. Et donc, dans toute situation, il y a du positif, des opportunités à aller rechercher, donc vous en privez pas. Et puis pour finir, on le verra aussi dans les formations, on peut apprendre à recadrer positivement, mais à recadrer quand même, parce qu'il y a des moments, il y a des situations dans lesquelles il faut savoir effectivement dire stop. Euh, mais c'est un outil que nous apprendrons dans les formations. Voilà, si vous n'étiez pas encore convaincu, eh bien, je terminerai cette petite présentation par une étude qui a été menée entre 1960 et 1990 et qui montre que les personnes qui sont positives, optimistes, eh bien, elles ont vécu non seulement 19% plus longtemps que les autres, mais surtout, elles ont vécu dans de bien meilleures conditions de bien-être et de réussite. Je vous renverrai à tout un tas d'ouvrages qui ont été écrits sur le sujet, dont certains en français assez faciles à lire, de Florence Servan-Schreiber, qui résument assez bien toutes ces études qui ont été menées sur l'optimisme et sur la positive attitude, et qui ne sont pas que des mots un peu lancés de manière galvaudée à la figure de ceux que l'on prend pour des naïfs, mais c'est un véritable art de vivre, une véritable philosophie dont nous vous proposons de faire l'expérience au travers de nos interventions, qu'elles soient en formation ou en coaching. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation et que nous aurons le plaisir de nous retrouver bientôt dans de nouvelles aventures. Au revoir.